Mais pourquoi y a-t-il une telle diversité de types d'entrée d'air des réacteurs des avions de chasse? Devant, dessus, dessous, sur les côtés, sous les ailes. Et pourquoi, dans les années 50, cette mode des entrées d'air frontales? Tiens d'ailleurs, savez-vous où se situait l'entrée d'air du premier avion à réaction et quel était cet avion? Vous pensez avoir la réponse? Vous risquez de revoir vos connaissances dans 5 secondes. Étonnamment, ce premier avion à réaction date de 1910. Il s'agit du Coanda 1910 et il possédait une entrée d'air frontale. L'avion s'est crashé lors de sa première tentative de vol, mais son concepteur, Henri Coanda, était certainement loin d'imaginer que 40 ans plus tard, l'entrée d'air frontale deviendrait un standard. Et en effet, un grand nombre d'avions de chasse entrés en service autour de 1950 avaient une entrée d'air frontale. À une époque où les réacteurs étaient peu puissants, l'entrée d'air frontale était une solution simple pour leur apporter un air suffisamment dense. Et d'ailleurs, elle fut adoptée par plusieurs pays, notamment les USA et l'Union soviétique, qui pendant la guerre de Corée alignaient F-86 et MiG-15. Il y avait toutefois des différences, comme cette division du conduit du MiG-15 qui permettait de contourner la base du poste de pilotage, alors que sur le F-86, le conduit était direct vers le réacteur et le cockpit était au-dessus. Du côté français, on a adopté la même configuration, avec d'abord l'Ouragan, le Mystère 2 et le Mystère 4A. Le problème avec cette disposition, c'est que le conduit d'entrée d'air occupe toute la partie avant et occupe pas mal de mètres cubes à un endroit où on aurait bien aimé placer un radar. Sur cet écorché d'un vrai F-86, on voit qu'on avait malgré tout réussi à loger beaucoup de choses autour du conduit, notamment des canons. Mais il n'y avait pas de place disponible pour un radar digne de ce nom. Ce qu'on voit ici, au-dessus de la lèvre de la bouche d'entrée d'air, est plutôt un télémètre capable de mesurer la distance avec une cible. La version D du F-86 fut largement remodelée. L'entrée d'air était devenue plus ventrale et surmontée d'un radome contenant un radar. Les canons furent supprimés au profit d'un tiroir lance-roquettes placé juste en dessous du conduit d'entrée d'air. En France, en 1954, apparut le Mystère 4N, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le Mystère 4A, et qui ressemblait beaucoup au F-86D avec son gros nez contenant un radar. L'avion resta au stade de prototype, car on lui préféra le vautour. Le problème de l'emplacement radar ne fut pas le seul à condamner ce type d'entrée d'air frontale. Le nouveau défi qui occupait les ingénieurs, c'était de dépasser franchement le mur du son et même d'atteindre Mach 2 sur un avion de chasse. Voyons d'abord ce que c'est ce mur du son, dont le nom ne correspond pas vraiment au phénomène physique, car quand on parle de vitesse du son, on parle en réalité de la vitesse d'une onde de compression dans l'air, et le son est une onde de compression. Tant que l'avion se déplace en dessous de la vitesse dite du son, l'onde de compression qu'il provoque sur les molécules d'air se déplace devant, plus vite que lui. Donc, une molécule d'air sur le chemin va recevoir l'onde de pression avant que l'avion arrive. Elle va subir une pression progressive et avoir le temps de s'écarter. C'est comme si la molécule était prévenue de l'arrivée de l'avion. C'est une image bien sûr. Plus l'avion va vite, moins la molécule a de temps pour s'écarter. Lorsque l'avion atteint la vitesse du son, l'onde de pression se déplace à la même vitesse que l'avion. La molécule n'est donc pas prévenue de l'arrivée de l'avion. C'est toujours une image et ne peut pas s'écarter. Les molécules qui suivent viennent s'affaler sur la précédente et la pression augmente très brutalement. Et c'est cette variation brutale de pression qui constitue l'onde de choc. Cette onde se déplace jusqu'au sol et le boom qu'on entend dans nos oreilles, c'est cette brutale variation de pression. Le problème pour les avions supersoniques, c'est que l'air qui se présente à l'entrée du réacteur doit être subsonique, sans quoi il s'y créerait une onde de choc qui l'endommagerait. C'est là que la géométrie de l'entrée d'air prend toute son importance, car c'est son job de faire en sorte, par divers moyens, de faire passer un air supersonique devant elle à un air subsonique à l'entrée du réacteur, et en plus en produisant une pression d'air suffisante, sans quoi il s'éteindrait. L'onde de choc montrée ici est dite oblique. Après cette onde, la vitesse de l'air est ralentie d'une valeur qui dépend de la vitesse de l'avion, mais reste supersonique. Avec une entrée d'air frontale, lorsque l'avion se déplace à une vitesse supersonique, c'est une onde de choc dite droite, ou normale en anglais, perpendiculaire à l'entrée qui se forme. Après l'onde de choc droite, le flux d'air devient subsonique. Mais si la vitesse de l'avion dépasse environ Mach 1,4, la chute de vitesse s'accompagne d'une chute de pression d'air dans la manche trop importante et au bout, le réacteur n'est plus suffisamment alimenté. Le F-100 Super Sabre pouvait atteindre Mach 1,4 avec une entrée d'air et un conduit très simple.
On lui a surtout donné un réacteur plus puissant que ses prédécesseurs et une entrée d'air plus large et un peu optimisée. C'est la même formule qui fut adoptée avec le Super Mystère B2 en France. Dans les deux cas, à cette époque et avec cette géométrie d'entrée d'air, même avec un réacteur plus puissant, ces avions n'auraient pas pu dépasser environ Mach 1,4 parce que le réacteur aurait fini par manquer d'air à cause de la trop forte chute de pression. Ce type d'entrée d'air à onde de choc droite est appelé entrée d'air pitot. On verra plus loin qu'elles peuvent aussi être latérales ou ventrales. Manque de volume pour un radar et limitation du nombre de Mach, ce type d'entrée d'air frontale, certes simple, ne permettait pas de faire progresser les avions de combat. Et c'est pour cela qu'on se tourna vers des entrées d'un autre type, notamment latérales. L'idée des entrées d'air latérales n'était pas nouvelle, puisque dès 1942, le premier chasseur américain à réaction, le Bell P-59 Era Comet, possédait deux entrées d'air latérales. L'avion ne fut pas un succès, mais le suivant, le P-80 Shooting Star, sera à l'origine d'une lignée d'avions. Par exemple, le F-84C Starfire possédait aussi des entrées latérales, libérant le nez au point qu'on avait réussi à y caser non seulement un radar, mais aussi 4 canons et un anneau de 24 roquettes. Formule abandonnée car le tir des roquettes aveuglait le pilote. En 1956, le Convair F-102 Delta Dagger fut le premier avion de chasse à aile delta opérationnel et ouvrit une nouvelle ère dans l'aviation de chasse. Au départ, il était incapable de passer le mur du son parce qu'il ne respectait pas la loi des airs, AIRES, qui, en simplifiant, disait qu'il devait avoir une taille de guêpe, sans quoi, à l'approche de la vitesse du son, la résistance de l'air, la traînée augmentait trop fortement et ralentissait l'avion. Une fois modifié, l'avion put atteindre Mach 1,25 avec la même motorisation, mais il n'aurait pas pu aller beaucoup plus vite à cause de ses entrées d'air de type pitot latéral, sans dispositif interne pour ralentir l'air tout en lui gardant une pression suffisante. C'est sur son successeur, le F-106 Delta Dart, que la solution fut apportée, lui permettant d'atteindre Mach 2. Cette fois, les entrées d'air furent reculées au niveau de l'emplanture des ailes. On voit tout d'abord cette plaque séparée du fuselage, qui est un piège à couche limite. Ce n'était pas une nouveauté, des avions à réaction précédents possédaient déjà ce dispositif, dont le F-102. Son rôle est de canaliser hors de l'entrée d'air la couche d'air en contact avec le fuselage, qui est très turbulente et indésirable dans le réacteur. Ce qu'il y a de nouveau ne se voit pas complètement de l'extérieur, car ces entrées d'air étaient à géométrie variable avec un système de rampes. Sur le F-106, il s'agissait d'une succession de 3 plaques verticales articulées entre elles, appelées rampes de compression. Lorsque le nombre de Mach augmente, le déplacement de ces rampes en forme de bosse provoque la création d'une première onde de choc oblique qui passe par le bord de la manche et qui réduit la vitesse de l'air. Une succession d'autres ondes de choc oblique se produit à l'intérieur de la manche, réduisant encore la vitesse. Enfin, c'est une onde de choc droite qui rend l'air subsonique. La compression due au rétrécissement du passage permet de conserver une pression optimale pour le réacteur. Ce type de solution est appelé rampe bidimensionnelle ou encore entrée d'air à compression interne. En France, sur le Mirage 3, puis plus tard le Mirage 2000, c'est une autre méthode qui a été utilisée, les cônes supersoniques mobiles, ou souris, ou spike en anglais. Au-delà de Mach 1,4, la souris s'avance en fonction du nombre de Mach afin de former une onde de choc oblique partant de la pointe de la souris et passant au bord de l'entrée d'air. Après cette onde, l'air est déjà ralenti mais reste supersonique. Ensuite, il se forme une onde de choc droite proche de l'entrée de la manche qui ralentit l'air à un niveau subsonique. La forme de la souris et son déplacement sont conçus pour placer cette onde de choc au bon endroit et optimiser la compression. Sur le Mirage 2000, la souris a une forme différente. C'est un double cône qui a la particularité de former 2 ondes de choc obliques devant l'entrée d'air. L'air est ralenti 2 fois avant l'entrée d'air, avant l'onde de choc droite, et sa chute de pression est moindre. Peu de temps avant le Mirage 3 décollait le F-104 Starfighter. Lui aussi avait des cônes d'entrée d'air, mais ils étaient fixes. Alors comment pouvait-il atteindre Mach 2 ? Comme les spécifications de l'avion étaient de voler haut et atteindre rapidement Mach 2, sans s'attarder dans les plages de vitesse intermédiaire, les ingénieurs ont fait l'impasse sur un système de cônes mobiles, économisant de l'espace et du poids, et ont optimisé la position des cônes pour une vitesse de Mach 2. Ce qui veut dire qu'en dessous de cette vitesse, l'onde de choc oblique passait au large de la lèvre de l'entrée d'air, générant plus de traînée. Ce qui veut dire aussi qu'entre environ Mach 1,7 et Mach 2, le rendement ne devait pas être très bon. On aurait pu s'attendre à ce que les cônes des avions de la famille des Blackbird SR-71 et A-12 soient aussi fixes pour les mêmes raisons que le F-104. Pourtant, ils sont mobiles,
notamment parce qu'à partir de Mach 2, le réacteur fonctionne en mode statoréacteur. Le mouvement des cônes est inversé comparé au Mirage 3, parce que cette fois, c'est une compression interne qui est utilisée pour obtenir la compression importante nécessaire pour atteindre et maintenir Mach 3.2. Jusqu'à Mach 1.6, il se crée une onde de choc oblique sur la pointe du cône et une onde de choc droite à l'entrée de la manche. Avec l'augmentation du nombre de Mach, les cônes se rétractent et l'onde de choc oblique se déplace vers le bord de la manche, et à l'intérieur se forme une série d'ondes obliques qui ralentissent progressivement la vitesse jusqu'à une onde droite au-delà de laquelle l'air est désormais subsonique. La rétractation permet d'augmenter la section de capture de l'air de 112% et réduire de 54% la gorge de compression. Autour de la manche, des clapets permettent de dériver le trop-plein d'air pour le diriger autour du réacteur pour le refroidir, puis le réinjecter au niveau de la post-combustion. Mais le plus important, à partir de Mach 2.2, après le passage dans le compresseur, l'air sous forte pression est dévié vers 6 tubes externes, puis réinjecté au niveau de la post-combustion. Au total, à Mach 3.2, l'air qui contourne le réacteur d'une façon ou d'une autre assure environ 80% de la poussée. Dans les années 50, du côté soviétique, l'entrée d'air frontale était très à la mode. Avec le MiG-21, le cône mobile était installé directement dans le nez de l'avion. Le principe était toujours le même, mais cette solution limitait le diamètre et le débattement du radar. En France, on a eu une autre idée, mettre le pilote carrément dans l'entrée d'air, comme sur ce Leduc 022. Mais cette solution n'a pas eu de suite. Au début des années 70, le F-15 adopta le même principe de rampe bidimensionnelle que le F-106, mais avec des différences notables. Tout d'abord, cette fois, 2 rampes internes sont placées dans le plan horizontal et pivotent dans le plan vertical. L'autre particularité, c'est le toit de l'entrée d'air qui peut pivoter de haut en bas et constitue une rampe externe utilisée pour contrôler le flux d'air en fonction de l'angle d'attaque. C'est ce toit avec son angle aigu, puis la première rampe qui vont provoquer la création d'une série d'ondes de choc obliques devant l'entrée d'air pour ralentir l'air progressivement. Puis une onde de choc droite le ralentit à un niveau subsonique et la dernière rampe le compresse. D'autres avions ont utilisé des rampes bidimensionnelles, comme par exemple le A-5 Vigilant, le F-14 Tomcat ou encore, cette fois dans le domaine civil, le Concorde. Et puis arrive le F-16, avec son entrée d'air sous le fuselage. Un avion capable d'atteindre Mach 2 avec une entrée d'air pitot et sans rampe mobile pour optimiser la compression. Au-dessus de l'entrée d'air, cette corniche fait office de piège à couche limite. À vitesse supersonique, c'est une onde de choc droite qui va se produire à l'entrée de la manche. À Mach 2, la chute brutale de vitesse de l'air s'accompagne d'une grosse perte de pression qui, comme on l'a dit, est défavorable pour le réacteur. Il faut toutefois remarquer que le domaine de vol du F-16 est aux alentours de Mach 1.2, Mach 1.5, et Mach 2 est une vitesse de pointe qu'il n'est pas censé maintenir longtemps. Et dans ce cas, c'est la tolérance du réacteur qui autorise des pointes vers Mach 2. Initialement, ce réacteur était un Pratt & Whitney F100, puis certaines versions ont été équipées du General Electric F110, plus puissant, mais pour lequel il a fallu agrandir l'entrée d'air. Il y a donc 2 types d'entrée d'air, celle des Pratt & Whitney dite NSI pour Normal Choke Inlet, aussi appelée Small Mouth, et celle des General Electric dite MCID pour Modular Common Inlet Duct, aussi appelée Big Mouth. À la fin du XXe siècle, on considéra qu'il n'était plus utile de concevoir des chasseurs de classe Mach 2. Un domaine de vol jusqu'à Mach 1.8 suffisait et avait l'avantage de pouvoir se passer de systèmes complexes, coûteux et pesants. Ce fut le cas du Rafale qui possède 2 entrées d'air pitot dans une position de compromis entre ventrale et latérale, qui n'ont pas de système de souris ou de rampe parce que les spécifications de l'armée de l'air ne demandaient pas un avion capable de Mach 2 ou plus. Cette position en partie sous le fuselage permettait aussi d'assurer une plus grande stabilité du flux d'air aux forts angles d'attaque, un peu comme les apex du F-18 ou le fuselage pour le F-16. Avec l'arrivée des avions furtifs, à commencer le F-117, de nouvelles contraintes ont commencé à peser sur la géométrie des entrées d'air. Il fallut empêcher que les ondes radar puissent passer par l'entrée d'air et se réfléchir sur le compresseur du réacteur. De plus, il fallait aussi bloquer toute fuite thermique. Sur le F-117, les entrées d'air des 2 réacteurs sont placées au-dessus des ailes et recouvertes de grilles. Le maillage bloque la pénétration des ondes radar car il est plus petit que la longueur d'onde de la plupart des radars. À l'intérieur, les conduits sont en forme de S et sont fabriqués dans un matériau qui absorbe les ondes radar, qui auraient pu passer le filtre des grilles. L'avion n'étant pas supersonique,
La question des ondes de choc et du ralentissement de l'air ne se pose pas. C'est la volonté de faire des chasseurs furtifs beaucoup plus performants qui a conduit vers la fin des années 80 à concevoir des entrées d'air permettant furtivité, supersonique, voire bisonique, sans partie mobile et optimale sur tout le domaine de vol. Le F-22 Raptor fut le premier à bénéficier de ces recherches. Ces entrées d'air sont équipées du traditionnel piège à couche limite, mais il n'y a aucune souris, aucune rampe, rien de mobile. Pourtant, cet avion serait capable de Mach 2. C'est dû d'une part au design de ces entrées d'air en forme de rectangle ou de diamant, dite carrette, et d'autre part à la forme en S des manches qui conduisent l'air jusqu'au réacteur. Outre qu'elles cachent le réacteur au radar, leur forme agit comme des rampes fixes qui provoquent des ondes de choc obliques qui ralentissent progressivement la vitesse de l'air. Ce sont des diffuseurs à ondes de choc multiples. Avec le F-35, c'est la technologie DSI pour Diverterless Supersonic Inlet, ou entrée d'air sans piège à couche limite, ou plus exactement sans ce type de séparation, source potentielle de réflexion radar incontrôlée et aussi sans dispositif mobile encombrant. La bosse que l'on voit à l'entrée de l'entrée d'air est une partie de la solution. Elle a pour fonction de dévier la couche limite par-dessus ou par-dessous. L'autre dispositif permet d'empêcher que l'air rebondisse perpendiculairement à la bosse et passe en dehors de la manche, provoquant ainsi un manque d'air dans le réacteur. Il s'agit du bord extérieur de la manche, conçu en flèche inversée et qui forme une pointe vers l'avant, permettant ainsi de rabattre l'air vers l'intérieur de la manche. D'une apparence simple, la forme de cette bosse a nécessité beaucoup d'études et génère une aérodynamique complexe, basée sur une combinaison d'ondes de choc obliques et droites sur la bosse et la pointe qui vont ralentir l'air à un niveau subsonique. La bosse se chargeant ensuite de recomprimer l'air. La vitesse du F-35 est limitée à Mach 1,6, entre autres à cause des entrées d'air, mais il est conçu pour la furtivité et pas pour la vitesse pure. À l'époque où le F-35 fut choisi, celui qui ne rigolait pas, malgré les apparences, c'est le Boeing X-32, concurrent malheureux du F-35. Ici, Boeing renouait avec une entrée d'air frontale, mais le principe est exactement le même que le F-35. On voit dans sa gueule la bosse DSI très proéminente, et ce menton est là pour les mêmes raisons que le bord en flèche inversé du F-35. Bon, quand on voit l'avion, on peut se demander si Boeing n'a pas tout fait pour perdre le contrat. Comme on vient de le voir, les ingénieurs se sont bien amusés avec les entrées d'air. Toutes ont pour objectif de maîtriser le comportement des lois de la nature lorsqu'un objet se déplace dans l'air, éventuellement à vitesse supersonique. Ces lois imposent de faire des choix sur les missions de l'avion. Doit-on privilégier la vitesse pure? Doit-on au contraire favoriser de fortes qualités dans la zone transsonique? Doit-on considérer la furtivité avant tout? Montre-moi ton entrée d'air, je te dirai quel avion tu es.